Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'information sur l'appel à projet eau et biodiversité de l'Agence de l'eau. Donc on va démarrer ce webinaire. Je me présente, Thomas Fourest, je suis chargé de mission biodiversité et territoire à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et donc on a organisé ce webinaire pour l'Agence de l'eau avec Anne-Lise Fréau qui est à mes côtés, qui est chargée de projet eau et biodiversité. Donc peut-être avant de commencer ce webinaire, quelques mots sur l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. C'est donc une agence qui a plus de 40 ans. C'est un syndicat mixte qui regroupe la région et deux départements, le département des Bouches-du-Rhône et le département du Vaucluse. Également, parmi ses membres associés, nous avons les services de l'État comme l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, l'ADREAL et l'ADEME. Et puis en 2019, nous ont rejoint des intercommunalités comme la communauté d'agglomération du Grand Avignon, la métropole Nice-Côte d'Azur et la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc l'objectif de l'Agence régionale pour l'environnement, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs et d'accompagner les territoires dans la transition écologique et dans la préservation de la biodiversité. Donc je vais vous passer une petite diapo pour vous présenter le programme. Donc voilà, l'agence, elle a aussi pour mission d'accompagner les collectivités dans la transition écologique et dans la préservation de la biodiversité. Et entre autres, elle anime deux réseaux d'acteurs importants en région, le réseau régional des espaces naturels et le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Et c'est dans le cadre d'une mission d'appui à l'Agence de l'eau que donc on a organisé ce webinaire. Et du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le programme. Et donc Philippe Pierron, chef du service planification à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui va vous présenter l'appel à projet. Ensuite, on aura deux retours d'expérience sur les précédents appels à projet. Un premier du syndicat mixte d'aménagement du bassin de l'Arc en partenariat avec Bio de Provence sur le diagnostic préliminaire aux travaux de restauration de la ripisylve des bassins versants du Valat marseillais et du Malvala. Et puis ensuite, un retour d'expérience de l'Office national des forêts sur l'analyse des fonctionnalités et travaux de restauration de mares temporaires de la Colle du Rhône. Voilà, on prendra vos questions après chaque intervention. Avant de démarrer sur la première intervention, ce que je vous propose, c'est de lancer un petit film. De présentation de l'appel à projet. Je vais vous le lancer. Restaurer l'habitat, c'est favoriser le retour des espèces adaptées au milieu. Mais il faut aller plus loin et prendre en compte les besoins des espèces dans toutes leurs dimensions, en facilitant l'accomplissement de leur cycle de vie, dans l'eau et hors de l'eau. Les espaces qui connectent la terre et l'eau forment la trame turquoise, indispensable à l'épanouissement de toute la biodiversité des milieux aquatiques et humides. On retrouve ici des espèces comme les amphibiens, les papillons, les libellules et aussi de nombreux mammifères et oiseaux. Alors, la tortue cistude est une tortue aquatique, elle passe la majorité de son temps dans l'eau. Et puis les femelles, elles vont sur des sites terrestres pour aller pondre. Donc il lui faut des prairies bien rases, bien pâturées ou qui viennent d'être fauchées pour pouvoir pondre. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, sur les sites de ponte associés aux zones humides. Et ensuite, c'est important de travailler sur la connexion possible entre ces réservoirs de biodiversité pour que les populations puissent échanger. Parce que la cistude
Elle permet de protéger toute une panoplie d'animaux et de végétaux qui ont besoin des mêmes conditions. Donc aujourd'hui, on s'en sert un petit peu d'étendard pour protéger les zones humides, les pelouses sèches, et montrer que l'homme peut avoir une action importante et une action positive sur la nature en gérant des milieux aquatiques et en gérant des prairies. Cette vision transversale de la nature élargit le champ des possibles, démultiplie les moyens d'agir. Pour nous et pour les générations futures, ensemble sauvons l'eau, sauvons la biodiversité. Voilà, donc c'était un petit film pour introduire ce qu'est la trame turquoise et du coup les éléments de la trame turquoise. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc on revient au direct. Et du coup, on va maintenant présenter l'appel à projet avec Philippe Piron, donc de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je vais lancer la présentation. Oui, donc bonjour à tous. Je vous remercie de votre participation. Effectivement, j'ai sollicité Thomas et Anne-Lise pour pouvoir avoir un petit temps sur lequel on puisse vous présenter les ambitions de cet appel à projet 2021 eau et biodiversité qui est porté par l'Agence de l'eau. Et donc vous verrez tout à l'heure le dispositif se termine au 30 avril, donc il y a encore un petit peu de temps. Il nous semblait utile de pouvoir un petit peu faire une relance. Alors on fait 2 sessions, hein. On fait un tourné plutôt vers les gestionnaires des milieux aquatiques et des milieux naturels, et puis une autre session plutôt à destination des collectivités. Et l'idée, c'est de vous parler à la fois de cet appel à projet, de pouvoir répondre à vos questions, et surtout aussi de vous montrer que d'autres se sont lancés dans ces ambitieux projets et ont pu mener à bien ou sont en train de mener à bien les différents projets de restauration de cette trame turquoise telle qu'on souhaiterait pouvoir le voir apparaître. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous donner envie et de vous montrer que c'est possible. Donc peut-être un petit rappel, si tu peux passer à la première diapo, sur pourquoi l'Agence de l'eau est présente en matière de biodiversité, parce qu'effectivement l'Agence de l'eau, vous nous connaissez au travers de toutes nos interventions financières et techniques en matière de restauration des habitats aquatiques. Mais en fait, depuis la loi sur la biodiversité de 2016, nous sommes appelés à avoir une compétence dans le domaine de la restauration, la protection, la préservation de la biodiversité terrestre et marine. Donc ça, ce sont 2 termes nouveaux. Et en fait, on a cherché à trouver une approche un petit peu complémentaire par rapport à ce qui se faisait sur le territoire et qui était en lien avec ce qu'on avait l'habitude de faire, puisqu'en fait, on était déjà bien présent sur la partie de préservation de la biodiversité aquatique, notamment au travers de préservation des zones humides, au travers de la restauration de la continuité écologique. Mais cette trame terrestre, effectivement, et marine, elle n'était pas forcément très présente au sein de nos interventions. Donc, on a réfléchi avec notre conseil d'administration et notre comité de bassin aux modalités de cette intervention. Et on a effectivement développé une notion d'une trame turquoise. Donc, si tu peux passer à la diapo suivante. Et cette notion, en fait, on est resté sur un complément de ce qui se fait sur le territoire en matière de biodiversité. Jusqu'à présent, les partenaires sur la biodiversité, que ce soit la région, l'Adréal, l'OFB, et bien d'autres encore, et les départements notamment, mais bien d'autres encore, interviennent plutôt sur la notion de préservation des espèces. Et donc, on a souhaité garder notre ADN en tant qu'agence de l'eau et faire plutôt une entrée sur la préservation des milieux. Donc c'est
un petit pas de côté qui permet d'avoir une autre façon d'aborder la question de la biodiversité, les deux approches étant bien évidemment complémentaires. Ce n'est pas de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais c'est bien de se dire ben, on a une autre façon d'aborder les choses et on a ciblé des enjeux sur nos bassins qui sont les têtes de bassin versants, bien évidemment, tout ce qui est espace de bon fonctionnement des cours d'eau. Et là, pour la plupart d'entre vous qui êtes présents, c'est vraiment votre cœur de métier. Les zones humides, les milieux méditerranéens, donc derrière on a mis tout ce qui était mares temporaires, les lagunes, tout ce qui est milieu marin, et puis une notion qui est un petit peu nouvelle, donc je vais développer un tout petit peu sur la diapo suivante, c'est la mosaïque des milieux secs et pelouses et humides. Alors c'est cette notion de trame turquoise. Alors c'est quoi la notion de trame turquoise? Alors d'abord, il ne faut pas en rechercher une définition scientifique. C'est plutôt un concept, une notion de concept. Et cette trame turquoise, c'est le croisement entre la trame bleue et la trame verte, avec les espaces en fait, qui servent à la fois dans le cycle de vie des espèces cibles, donc leur déplacement, leur reproduction, l'alimentation. Donc il suffit qu'à un moment donné, ils aient besoin de ces milieux à la fois aquatiques et secs pour lesquels on va pouvoir définir qu'ils font partie de cette trame turquoise. Et puis ça peut être aussi le corridor écologique entre des grands ensembles de zones humides et dans lesquels des espèces comme par exemple là sur le petit schéma la loutre peuvent avoir besoin de se déplacer pour aller d'un espace à l'autre et donc vont utiliser des espaces qui sont plutôt sur de la trame verte pure et sur lesquels on pourrait se demander pourquoi l'agence de l'eau va intervenir. En fait, c'est sur ces espaces-là qu'on va intervenir. Donc c'est une notion un petit peu globale de la trame turquoise. Si on prend la diapo suivante, en fait, on a donc souhaité plutôt travailler par appel à projet. Ça permet notamment de faire un petit peu plus de publicité autour de cette nouvelle notion et de susciter l'intérêt de nos partenaires. Et donc, on a lancé la première initiative dès 2016, en fait, avec ce qu'on a appelé des initiatives à la biodiversité. Et depuis 2017, en fait, chaque année, il y a un appel à projet qui permet de répondre à cette ambition. Alors, vous voyez, avec une progression dans les montants qui y sont consacrés, puisqu'en 2018, on y a consacré 1,5 million, en 2019, 3 340 000 euros, et en 2020, un peu plus de 7 millions d'euros. Sachant que pour le 11e programme, au total, le conseil d'administration nous a autorisé à engager sur ce dossier-là près de 55 millions d'euros. Je vous ai mis un petit tableau aussi sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour que vous voyez aussi un petit peu. Alors 2017, en fait, il y a 2 années qui sont cumulées. On avait financé 27 dossiers et puis vous voyez entre 2018 et 2020, on finance chaque année une dizaine de dossiers pour des montants qui sont compris un peu moins d'1 million d'euros sur le territoire. Donc voilà, on commence à avoir aujourd'hui un beau panel de projets qui sont en cours ou pour certains terminés et qui représentent environ 50 dossiers pour un apport d'un peu plus d'1 million d'euros sur le territoire. Si on peut passer à la diapo suivante, Thomas, merci. Donc on mène cette année encore un nouvel appel à projet. Cette année, il est doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros à l'échelle de tout le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, avec un taux d'aide comme les années précédentes qui est porté à 70% au maximum, et avec un calendrier donc, qui porte du 1er novembre jusqu'au 30 avril. Donc on essaye de donner le plus de temps possible aux différents partenaires. Ça, c'est des retours d'expérience qu'on a pu avoir par rapport à ceux qui ont pu postuler jusqu'à présent. C'était de laisser suffisamment de temps. Et donc, vous avez aujourd'hui jusqu'au 30 avril, donc il reste encore 2 mois et demi pour pouvoir
présenter le dossier et répondre à l'appel à projet. Donc, sachez que cet appel à projet, on constitue un jury régional pour pouvoir l'analyser. En fait, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser autour de ce jury régional des compétences qu'on n'a pas forcément au sein de l'agence de l'eau. Et donc, on associe à ce jury l'ADREAL, le service biodiversité, l'OFB bien évidemment, la région qui est chef de filin sur la biodiversité et donc qui porte pas mal d'opérations, ou la collectivité corse quand on est en Corse, et puis sur PACA, l'ARB qui est représenté par l'ARB et qui nous aide à analyser tous ces dossiers. Et éventuellement, on peut aussi associer à ces jurys les départements, notamment sous une forme plutôt d'avis, en disant est-ce que ça vous paraît intéressant de traiter ces dossiers-là. Voilà sur cette question de l'appel à projet. Et en parallèle, finalement, on a proposé, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, de se lancer dans un nouveau projet qui est le marathon de la biodiversité. Alors, marathon, pourquoi? Parce que en fait, l'idée, c'est de se lancer un vrai défi sur les territoires. Un défi qui permet d'aller financer jusqu'à 42 km de haies et 42 mares sur un territoire. Donc là, si tu passes à la diapo suivante, l'idée est de dire, en complément d'une approche qui vise à faire ponctuellement des interventions pour restaurer les espaces de bon fond, les milieux de la biodiversité, finalement, est-ce qu'on peut avoir une réflexion à l'échelle d'un territoire qui serait porté par une collectivité et avec des élus qui soient motivés sur le sujet, et donc qui puissent porter une réflexion sur un territoire dans une restauration de l'ensemble de la trame turquoise. Et donc on se propose notamment de restaurer des infrastructures écologiques, donc on cible en priorité les haies et les mares, mais on peut imaginer d'autres infrastructures écologiques qui permettent donc d'assurer la restauration de cette trame turquoise. On a une petite ambition, c'est que en fait on ne crée pas ces mares et ces haies pour les voir disparaître par la suite ou les voir oubliées complètement. On demande à ce que les bénéficiaires et propriétaires s'engagent à entretenir ces infrastructures écologiques au moins pendant 5 ans. Voilà, donc c'est un petit point supplémentaire. Et donc, on analysera ces propositions si vous êtes volontaire de porter ces projets de marathon au travers de cet appel à projet, et donc avec l'aide du jury qu'on va réunir. Et on peut apporter à nouveau 70% d'aide, à la fois sur la partie on va dire travaux, mais également sur la partie animation, études préalables et travaux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter ce matin en guise d'introduction. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, je vous ai laissé tous les liens qui sont présents sur le site internet de l'Agence de l'eau, donc à la fois vers l'appel à projet, mais également sur la partie marathon de la biodiversité. Et puis une adresse mail générique qui permet de poser les questions, et vous serez contacté directement après à partir de cette adresse mail générique. Voilà, à votre disposition donc pour cette première série de questions-réponses. Donc vous avez en bas de votre écran un petit onglet qui vous permet de poser les différentes questions. Voilà. Merci beaucoup Philippe Piron pour cette première présentation. Donc, à vos questions, si vous en avez, avant qu'on rentre dans les présentations suivantes, plutôt sur donc, du retour d'expérience sur cet appel à projet. N'hésitez pas. Alors, si je balaye les questions, il y a notamment Madame Monteil qui se dit qu'elle n'était pas au bon endroit. En fait, il n'y a pas de souci. Effectivement, il y a deux
deux types de présentations, mais globalement, elles se ressemblent. Donc, si vous avez des questions et s'il est plus facile pour vous de participer à cette présentation-là aujourd'hui, n'hésitez pas à poser les questions, on pourra répondre à vos questions. Donc, il y a une question de Samuel Busson du CEREMA sur envisagez-vous de mettre en place des obligations réelles environnementales pour formaliser l'engagement des parties prenantes du marathon? Alors, aujourd'hui, on ne l'a pas rendu obligatoire, mais ça peut être une des solutions envisagées pour effectivement sécuriser l'engagement qui est derrière, bien évidemment. Alors, mais ce n'est pas la seule solution, en fait. Hein. D'accord. Une autre question de Sophie Dragon d'Armusée. Sur quelle durée s'étend le financement lié à cet appel à projet? Alors, on cherche à avoir des opérations qu'on dit matures, donc qui démarrent le plus rapidement possible. Généralement, nos conventions d'aide ont une durée de vie de 4 ans. Donc, on essaye, dans la majorité des cas, de pouvoir avoir un projet sur 3 ans, qui dure au maximum 3 ans. Ça nous permet effectivement de solder rapidement les opérations et d'être certain qu'elles sont quand même relativement matures, donc prêtes à sortir en fait. Voilà. Donc, si vous avez des opérations qui sont sur du plus long terme, il ne faut pas hésiter à les couper en deux. En fait, peut-être de présenter un premier temps de pré-étude qui vise à définir les travaux qui seraient à mener, puis ensuite avoir une phase de travaux. Pas d'autres questions? Ah oui, pardon. Alors, Samuel Busson, du coup, le cofinancement des marathons peut-il s'appuyer sur du financement privé? Oui, bien sûr, le complément aux 70% peut avoir une partie fonds privés, sans problème. Coralie Sylvestre, un peu plus bas aussi. Alors, une autre question de Coralie Sylvestre. Bonjour, est-il possible de présenter un projet comprenant plusieurs sites de pré-études préalables à des travaux ou préférez-vous déposer plusieurs projets? Est-ce qu'on est sur… Non, si les études, si la description des préétudes sont suffisamment claires, il n'y a pas de souci. On peut avoir un seul dossier qui présente plusieurs projets. Après, si le jury estime que certains des espaces ne répondent pas à l'appel à projet, alors on pourra partitionner, on va dire retenir une partie du projet proposé, mais ça ne pose pas de problème. Donc, vous pouvez déposer un seul projet. Ok, pas d'autres questions. Donc, je vous propose de du coup passer à la présentation suivante. Aurélien Transon, chargé de mission au syndicat mixte d'aménagement du bassin de l'Arc. Alors, je ne sais pas si Vincent Olivier va pouvoir être avec nous, si on a réglé les problèmes de micro. Oui, vous m'entendez? Oui, on voilà, t'entend. Bonjour, je suis par téléphone et je vous suis aussi par Zoom. D'accord, parfait. Voilà, ok, c'est bon. Donc, parfait. Merveilleux. Est-ce que tu veux que je partage la présentation ou je te laisse partager, Aurélien, comme tu veux? La partager, ouais, je vais la partager. Ok. Est-ce que ça fonctionne bien là? Oui, enfin, c'est bon. En plein écran? On a un menu en bas avec un minuteur en haut. Non, elle n'est pas en plein écran. En plein écran là. Ah, alors. Super. Je vais réessayer, puis sinon Thomas, tu mettras. Ok. Là, ça fonctionne? Ouais, là, ça fonctionne. Tu la lances en plein écran, mais…
Ah, c'est le plein écran qui ne fonctionne pas en fait. Ouais, le plein écran ne fonctionne pas. C'est bon, ça marche ou pas? Non, là, on est avec. Non, non, on n'est pas en plein écran du PowerPoint. Là. Bah, je veux bien que tu la mettes alors, Thomas, ça va être Ok, plus simple. ça va. Ah. Voilà. Super. Bonjour à tous, donc moi je suis Aurélien Transon, en fait je fais partie du syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc. Donc on est un syndicat mixte regroupant la métropole Aix-Marseille-Provence et pour le côté varois, donc 2 communes du Var qui sont concernées, c'est la communauté d'agglomération Provence Verte. Donc je vais vous présenter un peu à 2 voix avec Vincent Olivier qui se présentera tout à l'heure après, avec BioDePaca. Donc c'est un projet en fait qui est en co-maîtrise d'ouvrage en fait entre BioDePaca et nous. Donc qui concerne notamment la renaturation de la ripisylve d'un secteur en fait d'un sous-bassin du bassin versant de l'Arc. Et donc c'est pas essentiellement la ripisylve, on le verra un peu dans la présentation, mais ça concerne vraiment la trame turquoise. On a vraiment voulu s'intéresser à l'environnement aussi autour de la ripisylve et dans un contexte orienté agricole. Donc on va vraiment on s'est concentré en fait sur les parcelles agricoles et à travailler avec les agriculteurs pour essayer de développer cette trame turquoise ou alors mieux la gérer. Je vais vous présenter, si on peut passer à la diapo juste après, juste vous présenter brièvement le syndicat et le bassin. Donc, le syndicat mixte. Donc, le bassin versant, c'est le bassin versant de l'Arc. On a donc l'Arc, 85 km de long. Le bassin couvre 33 communes, avec la particularité d'un réseau d'affluents très dense et très long. En fait, mis bout à bout, on arrive à peu près un peu moins de 600 km de cours d'eau avec les affluents, avec des particularités hydrologiques bien spécifiques, avec des assecs pratiquement tous en fait sont pas en eau aux périodes estivales. Donc, une particularité à prendre en compte en fait sur la gestion des cours d'eau et notamment la gestion en milieu agricole. Globalement, voilà, après, tout type de culture, en fait, alors, on a vraiment une présence quand même assez marquée de la vigne. Si on peut passer juste à la diapo d'après. Donc ça, c'est Vincent, si tu veux juste présenter Oui. la structure rapidement. Donc, nous, Bio de Provence Alpes-Côte d'Azur, nous sommes une structure régionale et nous fédérons les 6 groupements départementaux d'agriculture de bio de PACA dans chacun des 6 départements de la région que l'on nomme AgriBio. Nos missions sont de conduire des actions ou des projets transversaux et territoriaux visant au développement de la bio avec toutes les aménités que le développement de la bio peut apporter sur les territoires. Selon différentes thématiques, qu'il s'agisse de structuration des filières, appui à la commercialisation, ou les thèmes liés à l'énergie, climat et biodiversité, ce qui est aujourd'hui l'objet du webinaire. On travaille également sur l'observatoire de l'agriculture biologique avec l'identification des dynamiques et on fait également de la communication. On a également pour mission de représenter les producteurs bio auprès des institutions régionales, notamment de défendre les aides pour les agriculteurs bio. Enfin, on anime et on coordonne les groupements départementaux. On leur apporte un appui sur différentes missions, car nos groupements départementaux sont au plus près des agriculteurs biologiques. Enfin, on fait le lien avec notre tête de réseau national, qui est la Fédération nationale des agriculteurs biologiques, par rapport à tout ce qui est aide et réglementation bio et développement des filières. Juste, on peut avancer sur la prochaine, s'il vous plaît. Voilà, pour vous donner une idée, donc chacun des groupements est situé dans un département.
On a donc un interlocuteur propre à pouvoir discuter et développer des projets avec le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques sur l'intégralité de la région PACA. Si vous voulez plus d'informations pour prendre des contacts, vous pouvez vous adresser à moi ou à Elena Garcia qui était plus spécialement en charge de ce projet. Voilà, je te laisse la main à nouveau Aurélien pour présenter l'action. J'ai oublié de préciser, donc nous on est gestionnaire de milieux aquatiques, donc on travaille notamment sur tout ce qui est entretien du lit et des berges du cours d'eau, sur le risque, sur la gestion du risque inondation, sur la restauration des milieux aquatiques. Et cet appel, en fait, on avait travaillé avec BioDPACA sur un peu une enquête sur les pratiques agricoles. En fait, c'est une enquête statistique pour un peu orienter nos actions sur les actions en milieu agricole. Et on avait aussi développé pas mal de diagnostics agricoles, biodiversité, des diagnostics où en fait, on faisait un état des lieux de l'exploitation sur leurs différentes pratiques, que ce soit fertilisation, utilisation de pesticides. Et ça permettait de les situer et de voir un peu la marge de progression et d'amélioration. Donc, un peu, c'est dans ce cadre-là, en fait, cet historique de travail avec BioDPACA, où on a décidé, en fait, quand on a vu l'appel à projet sortir, on a décidé en fait de répondre ensemble. Donc avant, ils intervenaient BioDPACA en prestation. Là, c'est vraiment un travail partenarial pour à la fois lier les compétences en agro-environnement de BioDPACA et nos compétences à nous en tant que gestionnaire de milieux aquatiques dans ces diagnostics agricoles. Donc en fait, on est parti sur des diagnostics agricoles pour identifier la trame turquoise présente, déjà faire un état des lieux, et puis après pouvoir conseiller l'agriculteur ou l'agricultrice sur les possibilités de création ou de gestion de cette trame turquoise. Donc, ce qu'on entend par trame turquoise, nous, ça va être tout ce que est connecté au cours d'eau, ripisylve, bande végétalisée, etc. Tout l'environnement en fait, de l'exploitation qui peut créer des continuités et permettre le passage en fait, des différentes espèces. Le choix du secteur d'études, donc on ne pouvait pas travailler sur l'ensemble du bassin versant, donc on a dû faire un choix d'un secteur d'études. Ce choix-là, en fait, il s'est fait vis-à-vis de la qualité d'un ripisylve. Dans le cadre en fait, de notre programme d'entretien des cours d'eau, il y a un bureau d'études qui est intervenu pour évaluer en fait la qualité de la ripisylve. Donc, qualité à la fois quantitative et qualitative. Donc, quantitatif, c'est la largeur de la ripisylve, le taux de couvert, la densité, et puis qualitatif, l'équilibre des classes d'âge, l'état sanitaire des arbres et arbustes, etc. Donc, nous, on verra, on a surtout un problème sur le secteur qu'on étudie, quantitatif, en fait. La ripisylve est disparue, la plupart, enfin, pas partout, mais en fait, c'est des pratiques qui peuvent être systématiques de fauche et du coup, on n'a plus de ripisylve avec tous les problèmes que ça peut engendrer sur le cours d'eau. Donc, on avait deux choix, en fait. Il y avait deux secteurs qui étaient vraiment avec une ripisylve assez dégradée. On avait la haute vallée de l'Arc, donc vers les communes Traits, Pourcieux, Rousset, vraiment en amont de l'Arc, et sur un plus petit bassin, donc le bassin de Malvala et Vala des Marseillais. Donc ça regroupe, c'est le sud de la commune d'Aiguille, une petite partie est de Vintabrin et puis une petite partie aussi d'Aix-en-Provence au-dessus de la plaine des Milles jusqu'au contrefort d'Aiguille. Et donc du coup, le choix s'est plutôt porté vers ce bassin-là, parce que sur la Haute-Vallée, on était pas mal intervenu, il y avait pas mal d'actions déjà sur la ripisylve dans ce secteur-là, avec une dynamique qui est bien présente et avec des projets qui se lancent. Donc, on était très peu intervenu dans le secteur, dans le milieu agricole, en tout cas sur ce bassin-là. Donc, le choix a été fait sur le bassin du Malvala et Vala des Marseillais. Donc, le projet, il devait se passer, alors ça a un peu évolué en cours de route, je vais le préciser un peu plus tard, il devait se passer en 2 temps, une préétude en fait pour déterminer le linéaire de ripisylve, le linéaire de haies, enfin le linéaire de trame turquoise, possiblement où les agriculteurs pouvaient s'engager à restaurer ou à créer.
Et dans un deuxième temps, on devait répondre à au deuxième appel à projet pour justement, on aurait calibré un budget en fonction de ce linéaire-là, possiblement à recréer. Finalement, en fait, on a fait la préétude et on est passé dans le préopérationnel. Du coup, on va faire moins de diagnostics prévus. Donc là, c'est toujours en cours, mais on va quand même accompagner les agriculteurs plus sur de l'opérationnel, sur la mise en place de haies, de ripisylves, etc. Si on peut, merci. Donc le contexte sur ce bassin-là, donc c'est une ripisylve en mauvais état et plutôt en mauvais état quantitatif, donc sur certains linéaires, sur certains tronçons. Un paysage, alors c'est très relatif parce que si on dit un paysage pauvre en éléments naturels, parce que finalement ça dépend de la référence auquel on le compare, mais il y a vraiment un réel potentiel de développement en fait de structures végétales, de haies, d'arbres isolés, de bandes enherbées pour densifier justement cette trame turquoise. Il y a un réel potentiel sur le bassin avec des partenariats avec des agriculteurs et à développer. Il y a aussi un autre enjeu, c'est notamment la couverture des sols. Donc, il y a un texte trame turquoise, en fait, c'est couverture de sol, que ce soit en vigne, que ce soit l'enherbement interrant en vigne ou alors les intercultures, d'avoir un peu… Alors, nous, il y a un double enjeu, en fait, c'est l'enjeu aussi biodiversité, mais c'est l'enjeu ruissellement et c'est l'enjeu transfert vers les cours d'eau. Si on peut… Thomas, la diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est juste pour illustrer le secteur d'études. Donc, c'est le délimité violet, c'est le bassin du Malvala et Vala des Marseillais. Donc, si on arrive à distinguer en fait en rouge, c'est ce qui avait été défini. Alors, c'est des tronçons, c'est pas fait au linéaire près. C'est l'évaluation en fait de la qualité de la ripisylve sur ce bassin-là. Donc, en rouge, plutôt mauvaise, et jusqu'à jaune là, sur ce bassin-là, qui est moyenne. Donc vraiment, c'est surtout l'aspect quantitatif qui prédomine dans cette qualité de ripisylve, avec l'absence ou alors une largeur de ripisylve très peu, enfin une ripisylve très peu large ou une absence de couvert de ripisylve. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, les objectifs de ce projet, c'était dans un premier temps d'améliorer la qualité des habitats aquatiques et terrestres et la fonctionnalité de cette trame turquoise et bleue. Donc, on n'est pas parti sur quelque chose de spécialiste, en fait. On ne s'est pas intéressé à une espèce en particulier, à un animal en particulier. On a vraiment fait quelque chose de très généraliste et comme support de discussion avec l'agriculteur, prendre en compte aussi, lui, ses priorités culturelles et c'est le contexte de son exploitation et essayer de discuter avec nos propositions pour arriver à des aménagements possibles sur le parcellaire agricole. Donc, c'est notamment sur alors, si on peut juste revenir à la diapo précédente, et puis, on est parti aussi sur des aménagements très peu complexes, assez simples à mettre en place par l'agriculteur et pas forcément très coûteuses pour l'agriculteur. Donc, ça peut même être de la gestion, en fait, la gestion d'un enherbement, on va essayer de le conseiller sur de la gestion de la fauche tardive ou de la gestion raisonnée de ces enherbements. On peut passer à la diapo suivante. Alors, les différentes étapes du projet. Alors, on a fait une prévisualisation. On a voulu vraiment avoir un aperçu sur le bassin, sur déjà ce qui était existant, alors, avec tous les biais possibles, parce qu'on n'a pas pu faire du terrain, en fait, pour couvrir tout le bassin versant dans un premier temps. On a fait vraiment une analyse cartographique à partir des photos aériennes, à partir des BD topo, de la donnée disponible, pour identifier déjà dans un premier temps le parcellaire qui était présent, les parcelles agricoles qui étaient en bordure de cours d'eau, donc jusqu'à 200 mètres en fait, globalement du cours d'eau, distinguer les différentes cultures qui avaient présentes, donc vigne, il y avait surtout de la vigne, du céréal et du maraîchage. Les ripisylves, donc un peu plus précis sur la qualité de la ripisylve, mais ça reste du visuel, donc on se rend bien compte que sur le terrain, ce n'est pas forcément la réalité après. Et puis les infrastructures en place, type haies, bosquets, présents autour justement de ces cours d'eau-là.
et sur le parcellaire agricole. La deuxième étape, ça a été de trouver des volontaires justement à accompagner sur cette thématique-là. Alors, ça n'a pas été simple parce que l'appel à projet, donc on a déposé au printemps 2019 et on a réellement commencé donc au printemps 2020, donc en plein Covid. Donc, on était parti sur des réunions collectives pour présenter le projet aux agriculteurs et puis pouvoir avoir déjà des volontaires chez qui qu'on pouvait rencontrer sur le terrain et sur l'exploitation. Finalement, ces réunions collectives, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, on est passé en fait par les réseaux agricoles, notamment il y avait 2 coopératives viticoles qui étaient présentes sur le bassin, un moulin, et puis tout ce qui est réseau d'agriculteurs, et puis des contacts qu'on avait déjà précédemment lors des diagnostics dialectes ou de l'enquête agricole qu'on avait fait. La troisième étape, ça a été, avant de rencontrer les agriculteurs, c'est vraiment de construire l'outil de diagnostic. L'outil de diagnostic pour à la fois faire un état des lieux de ce qui était présent sur l'exploitation et puis après de pouvoir conseiller sur les aménagements possibles. Donc après, les diagnostics ont eu lieu et la dernière étape, c'est la proposition d'aménagement en fait avec un support pour discuter avec l'agriculteur qu'est-ce qui était possible de mettre en place un peu pour à la fois qui répondait à ses objectifs culturaux et à la fois qui répondait aux objectifs de continuité sur la trame turquoise. Si on peut passer. Voilà. Donc ça, c'est juste, je voulais présenter juste l'analyse carto, voilà. Donc là, c'est un atlas en fait, c'est juste un atlas où on a fait des zooms un peu parce que sinon, ce n'était pas très visuel. Où donc on revoit un peu, ça ne se voit pas forcément bien là sur la carte, mais on revoit un peu les différentes cultures, les infrastructures agroécologiques qu'on a pu identifier sur le bassin et la qualité des cours d'eau, donc un peu plus précis que le plan de gestion en fait, qui avait été fait initialement. Donc, ça pouvait nous aider un peu sur déjà avoir un aperçu réel et de la densité de cette trame turquoise sur le bassin versant. L'outil de diagnostic, alors ça nous a pris un peu de temps, mais je pense que c'est quelque chose qui nous resservira, cet outil-là. On l'a vraiment co-construit avec BioDePaca. Alors, il y a plusieurs outils en fait. Il y a déjà un outil où on s'intéresse aux pratiques de l'agriculteur parce que voilà, on part du principe que c'est bien d'avoir des infrastructures agroécologiques sur l'exploitation, mais par contre, ce qui compte aussi, c'est la gestion de ces infrastructures et la gestion aussi des cultures. Juste pour schématiser, enfin, si on a beaucoup de traitements phytosanitaires et la pertinence, c'est toujours mieux d'avoir des haies, mais la pertinence après pour la faune, pour accueillir la faune, elle n'est pas forcément là. Donc cet outil, on a construit en fait une grille d'analyse. Alors là, c'est une grille d'analyse qu'on voit, c'est sur les haies, sur l'existant. Donc c'est une grille d'analyse qui recense un peu le couvert, par exemple pour la haie, sa longueur, sa largeur, son couvert arbustif, son couvert arboré, les différentes strates présentes, est-ce qu'elle est associée à une bande enherbée, et on a été même jusqu'à la description en fait, des essences présentes. Donc ça, c'est intéressant aussi pour l'agriculteur parce qu'il a déjà son état des lieux là-dessus. Et puis un peu la sensibilité sur les pratiques de gestion aussi de ces infrastructures présentes. Donc cette donnée-là, en fait, on avait un outil, un petit pad pour le terrain. On a tout chargé là-dessus et on travaillait sur la cartographie. Donc, ce qui nous a permis, en fait, quand la deuxième rencontre, après la rencontre de terrain avec l'agriculteur, ce qui nous permet de cartographier, en fait, quand c'était possible, l'ensemble de son exploitation avec ses linéaires de haies, de ripisylves, pour pouvoir discuter sur des aménagements possibles. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc, le diagnostic avait lieu sur le terrain avec l'agriculteur. On voyait un peu ses pratiques, ce qu'il avait en place et ce qu'on pouvait mettre en place pour remettre de la connexion en fait, sur l'exploitation. Alors, il y a quand même un point d'attention, c'est que là, on a l'exemple à droite, en fait, on a l'exemple d'une exploitation maraîchère. On a pu couvrir toute l'exploitation parce que tout est regroupé sur un seul bloc.
Par contre, on a audité aussi on est allé voir des viticulteurs, des viticultrices, des céréaliers. Là, c'est beaucoup plus complexe de s'intéresser à toute l'exploitation. Donc, on a ciblé en fait une partie de l'exploitation assez restreinte en bordure de cours d'eau la plupart du temps pour essayer de conseiller là-dessus. Donc, le rendu, en fait, ça se matérialisait par un diagnostic, en fait, format papier, et associé à une carte, enfin des cartes qui représentaient donc ce qui était déjà en place, comment c'était géré, avec illustration, photos, largeur de haies, etc. Et puis, une deuxième cartographie, une deuxième carte avec nos propositions d'aménagement, support de discussion avec l'agriculteur. On avait aussi dans le rapport, du coup, on avait tous, en plus de la cartographie et puis de ses pratiques à lui, on avait aussi des annexes qui sur du conseil en fait d'essence locale adaptées justement sur la création, ou alors aussi des conseils sur la gestion des infrastructures présentes sur l'exploitation. La liste des programmes de financement si l'agriculteur voulait se lancer justement sur de la création. Alors, si on peut faire, donc c'est toujours en cours, comme je le disais, si on peut faire juste un petit point d'étape, on a rencontré 9 agriculteurs et agricultrices pour l'instant. On a 2 autres diagnostics qui sont prévus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 2 autres qui sont prévus, en fait, ça fait suite. Ça a été assez compliqué quand même de trouver des volontaires finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 autres qui sont prévus, c'est suite à 2 diagnostics qu'on avait réalisés. Et en fait, c'est l'agriculteur ou l'agricultrice qu'on a parlé à un autre agriculteur ou une autre agricultrice de ce diagnostic-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu ces deux autres. Donc, 4 en maraîchage, 4 en viticulture et 1 céréalier viticulteur qu'on a eu. À remarquer qu'en fait, on se rend compte que c'est quand même, il y a des systèmes de production où c'est un peu plus facilité pour nous. On se rend compte qu'en maraîchage, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à mettre en place, type haies, type redensification de ripisylve, type bande végétalisée, parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils voient tout de suite l'apport en fait de ces infrastructures. Par contre, en viticulture et en céréales, c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la mécanisation, mais c'est souvent un problème. C'est souvent vu parfois, enfin, c'est parfois vu comme contrainte à la mécanisation et au passage d'engins. C'est souvent ça et puis aussi à la concurrence que ça peut représenter des fois sur la culture. Donc, c'est vrai qu'en maraîchage, nous, ça a été quand même beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus de choses prévues qu'en viticulture et en céréales. Donc, les différents aménagements proposés, c'est juste une liste non exhaustive en fait qui a pu être proposée. Et finalement, sur la ripisylve, on voulait vraiment travailler sur la ripisylve. On a très peu, alors ça, c'est un peu le hasard, c'est que les agriculteurs qu'on a rencontrés qui étaient volontaires, et finalement, ils avaient une ripisylve plutôt en bon état, assez dense. Et on a rencontré surtout un agriculteur qui avait une ripisylve qui était complètement inexistante. Et on travaille justement encore dessus pour un peu la redensifier, mais c'est pas encore gagné. Ouais. Mais voilà, en fait, on a beaucoup plus travaillé sur des linéaires de haies attenant à la ripisylve que la ripisylve en elle-même. Mais ça, c'est dû au contexte et des agriculteurs rencontrés qui avaient une ripisylve plutôt en bon état. Donc, on a des propositions de prolongement de linéaires de haies, notamment pour reconnecter au cours d'eau. On a aussi tout ce qui est un travail sur les vignerons. Donc, on était plutôt parti aussi parce qu'il y avait beaucoup de sol à nu et on voulait recréer en fait ce couvert végétal entre les rangs de vignes et plus avoir un peu moins de travail du sol et plutôt recréer un couvert végétal propice à la biodiversité et au déplacement d'espèces. Alors l'enherbement de tournière, donc ça c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place mais qui n'est pas forcément tout en fait ça pour que les engins puissent tourner et c'est pas forcément toujours végétalisé. Et puis aussi un travail sur les périodes, donc plutôt respecter un peu le cycle de développement de la faune et intervenir hors période de reproduction, par exemple.
Sur les aménagements qui sont prévus. Donc, c'est assez récent comme les diagnostics qu'on a déjà réalisés. Donc, ça s'est fait au printemps 2020. Donc, on a déjà un agriculteur qui a réalisé en fait une plantation de haies avec quelque chose qui n'avait pas été identifié lors du diagnostic, mais un projet de mare aussi. Il est sur un projet de mare sur son exploitation. On a 3 autres agriculteurs qui souhaitent mettre en place des haies suite à nos diagnostics. On a notamment un agriculteur qui est en installation et justement sur sa parcelle, c'était inexistant. En fait, il n'y avait aucune haie présente sur sa parcelle. Et alors après, on va l'accompagner. C'est pour ça qu'on a changé un peu notre stratégie où on était parti sur une pré-étude et après calibrer et refaire une demande de financement pour financer tout ça. En fait, on va les accompagner. On cherche déjà les financements parce qu'il y a des choses disponibles pour accompagner ces agriculteurs à la mise en place de haies. Alors, par exemple, l'agriculteur qui a déjà mis la haie en place, il n'a pas attendu qu'il y ait des financements, il était déjà prêt pour la mettre en place. Après, on est parti aussi sur des zones d'enherbement. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, les différents leviers en fait qui nous ont qui permettent d'aller dans le sens en fait de ce projet-là, c'est qu'il y a différents programmes. En fait, je ne vais pas les détailler, mais c'est juste pour vous les présenter. Il y a différents programmes en fait qui vont dans le même sens que ce qui a été réalisé dans ce projet-là et pour initier un peu de la création d'infrastructures agroécologiques. Il y a notamment le programme donc là qui est en cours, enfin qui va être lancé sur le plan de relance sur l'aide à la plantation de haies en milieu agricole. Il y avait déjà le département qui finançait, donc je ne sais pas, ils vont peut-être faire un autre appel à projet pour cette année pour justement aussi financer l'achat de plants sur la création de haies. Et puis, il y a d'autres associations, enfin, il y a notamment l'Association française d'agroforesterie. Enfin, là, c'est en passant par du mécénat d'entreprise où il y a possibilité aussi de financer des éléments arbustifs et arborés sur l'exploitation agricole. Et puis, il y a un autre projet là, parce qu'on est porteur aussi, donc ça nous a permis en fait ce projet-là aussi de réfléchir. On est porteur de projet d'un autre dispositif, c'est paiement pour services environnementaux. Et en fait, c'est un dispositif qu'on travaille dessus, donc ce n'est pas encore validé, mais on travaille dessus. C'est via ce dispositif, en fait, on va monter un cadre de rémunération pour valoriser la contribution de l'agriculture à la biodiversité, aux services rendus à l'environnement. Et notamment via ce dispositif-là, on pourra indirectement, enfin, il y aura un système qui valorisera l'implantation de haies, l'implantation de ripisylves, et ça pourrait être pris en compte dans ce projet-là. Et notamment, le territoire qu'on a, le bassin du Malvala et du Vala des Marseillais, fait partie des 2 territoires PSE. Donc, c'est la suite logique, en fait, à ces diagnostics-là. Après, les différentes difficultés qui ont été abordées, qui ont pu être constatées, en fait, ça peut être ces éléments arborés et arbustifs. Tout dépend aussi de la configuration du système de production. Et ça peut être un frein, en fait. L'agriculteur ou l'agricultrice peut voir ça comme une contrainte, en fait. Et notamment, par exemple, en viticulture, où il y a besoin des largeurs suffisantes et la haie n'est pas forcément, de leur point de vue, compatible, en fait. Donc, c'est à nous aussi de voir un peu tout l'intérêt de redensifier l'exploitation avec ces linéaires. Et après, c'est les coûts qui peut être important aussi, alors, notamment sur la création de ripisylves. Alors, si c'est une régénération naturelle, finalement, ce n'est pas des coûts très importants, c'est du laisser-faire et c'est du contrôlé, et c'est de l'entretien sélectif. Donc, dans les premières années, ce n'est pas énormément de temps. Après, sur la plantation, ça peut être vite très, très coûteux. Et puis, il y a pas mal de questionnements aussi sur tout ce qui est au niveau des exigences de production, sur la concurrence possible sur ces infrastructures, si elles sont trop au bord des parcelles, l'ombrage, la ressource hydrique, etc. Après, voilà, nous, on met en avant surtout les bénéfices, que ce soit, on prend en compte en fait les objectifs de l'agriculteur, alors que ce soit par exemple sur l'effet brisement, mais pas seulement sur l'effet continuité, en fait.
Donc, c'est vraiment des préconisations globales prenant en compte à la fois les objectifs de l'agriculteur et nos objectifs, et on essaye de concilier les deux sur nos préconisations. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, on n'a pas encore de données chiffrées. En fait, c'est un peu trop tôt pour donner des données chiffrées. Donc, c'est vraiment un point d'étape. En fait, et ce que je voulais surtout aborder, c'est la construction. En fait, c'est vraiment la construction de ce projet-là. La particularité en fait de l'association de deux compétences, à la fois agro-environnement sur l'aspect agricole et puis à la fois les compétences d'un gestionnaire de milieu aquatique. Et je me voyais mal partir sur un projet comme ça tout seul, en fait, parce qu'on a vraiment mutualisé nos deux compétences pour arriver à des choses un peu plus concluantes. Okay. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation. Voilà, qui montre que l'appel à projet, donc là on est plutôt sur un diagnostic généraliste de la trame turquoise et un accompagnement du monde agricole pour essayer de restaurer la trame turquoise en bordure de parcelles agricoles. On verra sur le projet suivant qu'on est sur d'autres logiques en termes de diagnostic et de restauration, qui montrera un peu l'étendue de ce que permet l'appel à projet. On peut prendre des questions sur la présentation s'il y en a. On peut répondre aussi. Alors, je sais qu'il y a des questions qui ont été posées sur l'appel à projet là, et sur la présentation précédente. Peut-être qu'on y répond à la fin, on y répond maintenant. Peut-être dans un premier temps, on prend les questions sur la présentation d'Aurélien, s'il y en a. Il y a une question, alors sans doute de Lionel Quelin. Bonjour, quid de la réglementation sur les bandes enherbées? Je sais pas je pense que peut-être ça concerne tout ce qui est règle BCAE, non, sur les bandes minimales 5 mètres en bordure de cours d'eau, c'est ça? Sans doute. Il n'y a pas de précision. Alors, oui, c'est ça. Nous, alors sur la ripisylve, des fois, il y a des incompréhensions, en fait. C'est que c'est une bande, la réglementation, c'est une bande végétalisée. Et souvent, ce qui est mal compris, c'est que la bande végétalisée, c'est parfois que de la bande enherbée en bordure de ripisylve. Donc, nous, l'intérêt, en fait, c'est d'essayer d'amener le fait que c'est la bande végétalisée, c'est d'amener un peu d'arbustif pour que le cours d'eau fonctionne bien, éviter l'érosion, etc. Et pas seulement de la bande enherbée. Et pas, parce que ce qu'on va trouver, nous, classiquement, c'est de l'entretien, en fait, de l'entretien de fossé et de l'entretien de l'enherbement. Mais ça ne va pas de l'entretien de l'arbustif. On ne va pas laisser l'arbustif se développer. Donc, sur cette réglementation, alors je ne sais pas ce qu'est exactement la question, mais nous, tout le défi, c'est justement d'intégrer dans ces 5 mètres une bande minimale, en fait, arbustive et arborée. Donc, dans le sage, notamment, on l'évoque, en fait, c'est 1,5 fois la largeur du lit mineur. Donc, une bande minimale où on va laisser faire, pas forcément faire de la plantation, mais où on va laisser faire se développer cette végétation pour permettre un bon fonctionnement du cours d'eau. Et là, c'était tout l'enjeu en fait aussi de ces diagnostics-là, qu'on n'a pas forcément pu développer parce que les agriculteurs qu'on a rencontrés, finalement, ils avaient une ripisylve plutôt en bon état. Mais sur un agriculteur, je pense qu'on va essayer de le développer quand même. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien, c'est parfait. Une autre question de Samuel Buisson sur le projet de restauration de haies de ripisylve. Trouver une solution pour sécuriser ces travaux et investissements dans le temps. Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des garanties qui sont données par les agriculteurs sur ces travaux et sur ces travaux voilà, d'amélioration d'un ripisylve ou de linéaire de haies, et pour éviter de l'arrachage et du défrichement qui peut être encouragé par de nouveaux droits à planter par la suite? Voilà. Est-ce qu'il y a des conventionnements avec les agriculteurs sur ce type de… Non. Bon, on n'est pas parti sur des conventionnements, et puis même si on partait sur des conventionnements, je pense que ça ne suffirait pas pour empêcher ça. Après, on part sur une confiance mutuelle. Après, sur les agriculteurs qu'on accompagne, enfin, c'est vraiment du volontariat, donc ils n'ont pas d'intérêt. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui empêche, et c'est bien le problème en fait de la réglementation aussi, c'est qu'il n'y a rien qui protège ces ripisylves-là qui sont plantés.
Après, justement, sur des agriculteurs, peut-être les garanties qu'on pourra avoir, c'est s'ils intègrent le PSE, c'est sur de la non-régression, en fait. Si ils sont financés justement pour la création de ces ripicides-là ou création de haies, ils le seront moins si c'est enlevé. Enfin, il y aura de la non-régression. Après, pour sécuriser le fait de planter et puis après de pas d'arracher, on n'a rien de mis en place, en fait. Après, ça peut être du conventionnement, mais nous, on l'a vu déjà sur du conventionnement. Enfin, ça ne permet pas non plus d'empêcher forcément ça. C'est vraiment de la confiance mutuelle avec un accompagnement assez proche, un accompagnement assez régulier, assez proche avec l'agriculteur sur ce projet-là. Okay. Donc, c'est une vraie problématique de pouvoir sécuriser ça, c'est compliqué. Alors, une des propositions que fait Samuel Buisson, du coup, que je porte à tout le monde, c'est que là aussi, les obligations réelles environnementales pourraient être envisagées ou pourraient être une solution à discuter avec… C'est des choses qui avaient été identifiées, ouais. Je pense que c'est un levier aussi. Alors, on a une question. Alors, je pense que c'est une association, Jacopelli, ou voilà, comme il n'y a pas. Non, je crois que c'est la DRAF, en fait. D'accord. Donc, dans le cas de figure où une interco n'est pas partante, pourrions-nous démarrer seuls? Car la surface est restreinte à 55 hectares. Donc là, on est sur un projet précis, mais nous avons des antécédents dans la thématique. Action avec le lycée agricole et biodiversité, agroforesterie, viticole et agro-sylvopastoralisme. Du coup… Donc, je suppose que la personne, elle fait référence au marathon de la biodiversité. J'imagine au travers la question qu'elle fait référence au marathon de la biodiversité. En fait, le marathon de la biodiversité s'adresse en priorité… Ah, d'accord. Donc, le marathon de la biodiversité s'adresse en priorité aux intercommunalités. Et non pas à d'autres établissements. Donc, on veut vraiment qu'il y ait cette approche intercommunale pour avoir une approche globale sur l'ensemble d'un territoire et une réflexion globale sur la trame turquoise, même si on est déjà sur une surface de 55 hectares. On souhaite vraiment une réflexion globale sur un territoire. Donc là, il faudrait monter un projet et réussir à mettre dans la boucle l'intercommunalité présente sur le territoire là en Ardèche. Donc il faut arriver à convaincre l'intercommunalité par rapport à votre projet, c'est ce que je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la présentation d'Aurélien? Est-ce que Philippe, peut-être on revient sur les questions auxquelles tu as partiellement, je pense, répondu, mais ça peut intéresser tout le monde sur les questions de trame noire. Oui, volontiers. En fait, effectivement, vous trouverez dans la partie résolue des questions et réponses les éléments de réponse que j'ai pu apporter. Donc, il y avait des questions sur justement l'appel à projet marathon de la biodiversité. En fait, celui-ci s'adresse vraiment aux intercommunalités, donc que ce soit EPCI, syndicats de rivières, parcs, etc. Donc on est bien sur une intercommunalité et on vise vraiment un territoire sur un territoire. Une commune toute seule, ça nous paraît compliqué puisque la question se portait sur une seule commune. Ça nous paraît compliqué de pouvoir l'accompagner sur le sujet-là. Il y avait une question sur le début du projet, quand est-ce que le projet peut démarrer. En fait, le projet il peut démarrer à partir du moment où la candidature est déposée. Ça, c'est une possibilité. Par contre, vous n'avez pas la garantie d'un apport de l'agence de l'eau, d'une contribution de l'agence de l'eau, puisque nous, on va attendre avant de s'engager la validation par le jury. Et de ce fait, pour moi, je vous conseille vraiment d'attendre la réponse du jury.
Et il y avait une question sur quand est-ce qu'aura lieu ce jury. En fait, nous sommes en train de caler des dates avec le jury, justement, et normalement, ce jury aura lieu avant la fin du mois de juin. Donc ça, c'est une réponse. On a eu une question sur est-ce qu'on peut aider un projet dans le cadre de l'appel à projet, des projets sur la trame noire. Alors la réponse vis-à-vis de cette question, c'est vraiment si les travaux de restauration des milieux liés à la trame noire vont toucher la trame turquoise. Oui, bien évidemment, on pourrait mélanger une opération qui permet à la fois de restaurer la trame turquoise et la trame noire. Et si les opérations visent uniquement à restaurer la trame noire, c'est-à-dire en gros travailler sur l'éclairage, là, ça va être compliqué qu'on puisse intervenir. C'est d'autres appels à projets qui peuvent être portés, notamment en ce moment, par la région et l'Adréal. Donc, je vous invite à regarder si vous avez des projets plutôt sur la trame noire directement, d'aller voir le site de l'Adréal et le site de la région qui, en ce moment, portent des appels à projets qui peuvent répondre à cette question sur la trame noire. Il y avait une question sur la question de la mise à disponibilité des PPT, et effectivement, la mise à disposition des PPT, elles seront faites à l'issue de la présentation sur le site de l'ARBE. Voilà, et non pas sur le site de l'Agence de l'eau, mais on pourra faire des renvois, il n'y a pas de souci. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe du coup à la présentation suivante. Nathalie Patry, donc chef de projet environnement milieu naturel à l'Office national des forêts. Eh ben c'est à vous. Oui, je vais repartager mon écran. Ouais. Hop. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le projet Analyse des fonctionnalités et travaux de restauration du complexe de mare temporaire de la Colle du Rouet, projet dit mare temporaire, qui est mené par l'Office national des forêts. Je ne vais pas pouvoir maintenir la vidéo tout du long parce que j'ai une connexion Internet qui est un peu limitée. Donc, je vais refermer. Bon. On va laisser comme ça. Hop. Donc, pour le plan du projet, donc, je vais d'abord vous présenter le contexte, puis la première phase d'étude qui est en cours, avec le bilan de l'activité de l'année dernière 2020, puis la deuxième phase travaux qui est prévue, les partenaires qui interviennent sur le projet, la gouvernance du projet, le financement et les perspectives pour 2021. Donc l'ONF a fait une réponse à l'appel à projet aux biodiversités de 2019 sur le thème de la trame turquoise, avec des travaux en faveur de milieux et d'espèces de cette composante. La période de réalisation est de novembre 2019 à décembre 2022. Le projet s'appuie sur la réserve biologique dirigée Mare de Catchéou, qu'on peut voir ici. Elle fait partie des 6 réserves biologiques du Var et relève donc de la gestion de l'ONF. Cette réserve se situe sur les communes du Muy et de Roquebrune-sur-Argent, en forêt domaniale de la Colle du Rouet. Le massif de la Colle du Rouet se rattache géologiquement au massif des Maures et de l'Estérel, que vous avez ici, et du Tanneron. Et le relief de la Colle du Rouet présente les premières barres éolithiques que vous pouvez voir sur la photo, de couleur rouge caractéristique. Au pied de ces barres s'étend une vaste plaine qui est proche de la dépression pérennienne. Cette plaine est recouverte par plusieurs types de formations forestières, dont les plus caractéristiques sont la pinède à pin pignon et la suberaie.
Elle est irriguée par un réseau d'eau superficielle complexe où l'alternance de bancs de grès, de dalles et d'argile crée des engorgements temporaires, ce qui conditionne la présence de cet habitat biologiquement exceptionnel de mares temporaires méditerranéennes. La réserve mare de Catchéou concerne une mare et ses habitats de bordure pour une surface de presque 6 hectares. Le projet propose des actions en faveur de 2 espèces de la trame turquoise, le Pelobate cultripède, un amphibien, appelé aussi crapaud à couteau, qui est en régression sur son territoire d'étude, et la cistude d'Europe, une petite tortue d'eau douce reconnue d'intérêt communautaire. La mare de Catchéou, donc on voit le triangle ici au milieu, fait partie d'un réseau de mares réparti donc sur l'ensemble de la forêt domaniale de la Colle du Rouet, en vert. Et donc avec une petite partie également, en jaune, vous avez la forêt communale du Muy. L'objectif de ce projet est d'étendre les actions réalisées en faveur de ces espèces sur la réserve aux autres mares pour une gestion en réseau de ce complexe et des milieux associés. Puisqu'on peut voir aussi l'importance sur cette carte du réseau hydrographique, avec notamment le cours d'eau de l'Andre. La première phase d'étude concerne donc la description à la fois des milieux, avec la sélection d'une vingtaine de mares favorables aux 2 espèces, les suivis des paramètres physico-chimiques de ces mares, avec à la fois des sondes automatiques pour suivre les niveaux d'eau sur une partie sur les plus intéressantes, et des mesures manuelles pour la poursuite des niveaux d'eau, pH, conductimétrie. La description des répicilves pour la cistude, notamment au niveau des pentes, végétaux, supports, et la description des corridors nécessaires au déplacement des pélobates et cistudes. Donc là, on a quelques résultats sur l'activité 2020 au niveau du suivi de l'eau des mares. Donc, on voit qu'il y avait notamment une forte baisse des niveaux au mois d'avril, en lien avec le manque de précipitations du début d'année, de début janvier à avril. Et ensuite, les pluies du mois de mai ont permis de remonter les niveaux. Mais du coup, on a eu quand même beaucoup d'insectes et des niveaux très faibles dans les mares qui étaient pourtant intéressantes, donc à Catchéou, pour le Pelobate. Donc avec des niveaux d'eau trop bas pour permettre le succès de reproduction de la reproduction d'automne. Donc là, vous avez en photo les sondes qui ont été mises dans les mares en fin d'année. Donc là, l'emplacement des sondes a pris du retard avec les mesures de confinement liées au Covid cette année. Mais du coup, il a pu quand même se faire les relevés d'eau manuels tout au long de l'année. Donc il y a eu donc les suivis d'espèces qui ont été réalisés en 2020 et qui vont se poursuivre en 2021, avec l'échantillonnage au stade tétard sur 2 périodes pour détecter les pontes d'automne et les pontes de printemps, et en 2020 et 2021. Et on a également une étude donc, qui se fait avec le CNRS pour étudier les possibles discontinuités au sein de la population, puisqu'on voit qu'on a des mares qui sont très nombreuses, qui sont très étirées, notamment sur toute la longueur du site. Et l'objectif, c'est de pouvoir voir si on a des discontinuités génétiques sur ces mares. Pour mieux analyser notre contexte local, le CNRS nous a conseillé d'échantillonner aussi des populations au niveau régional, puisque nous, on voit que celle de la Colle du Rouet est vraiment en limite extrême est de son aire de répartition. Et donc, en 2020, le CNRS en partenariat avec d'autres sites, notamment de la Tour du Vala et du Seine-PACA, a pu récupérer des échantillons qui seront analysés et qui pourront être comparés donc, à ceux de la Colle du Rouet. Donc pour la cistude, la détection de la présence est faite donc, sur les mares avec le suivi fin juin et également en bordure des cours d'eau, puisque du coup, en même temps que les mares, donc, sont tous des milieux associés sur le réseau hydrologique.
La deuxième phase de travaux, qui se fera donc principalement sur la 3e année, une fois qu'on aura vraiment les 2 années d'études pour bien comprendre à la fois la répartition des espèces et la description des milieux. On étudiera donc à partir de cette année le programme d'action à réaliser l'an prochain. Donc pour restaurer les mares, avec donc parfois donc de la gestion notamment de l'envasement, si certaines ont besoin d'être un petit peu recreusées sur une partie, de la végétation de bordure, puisque plusieurs mares sont quand même bien embroussaillées, la gestion de mares empoisonnées, puisqu'on avait associé aussi 3 mares, trois mares permanentes de petite taille qui connaissent des assecs très, très irréguliers. Et donc voir si on peut gérer aussi l'empoisonnement de ces mares. Et la restauration des corridors, donc pour les 2 espèces, par la gestion de la végétation entre les mares. Et la création d'une ou plusieurs mares relais, si on voit justement qu'on a ces discontinuités génétiques et qui nécessitent de renforcer le parcours au niveau de l'ensemble du site. On a également donc des actions en faveur de l'assistude au niveau des cours d'eau, par une gestion différenciée de la ripisylve pour aplanir certaines bordures, les rendre plus accessibles et puis maintenir sur place des supports et permettre une alternance plus ombre et lumière sur les sites. Et on a associé également sur le projet un autre milieu de mares temporaires qui nous paraissait particulièrement intéressant, celui des mares cupulaires, même si donc pas en lien avec les 2 espèces suivies sur le reste du projet, avec voilà une petite action pour cette année pour l'enlèvement d'apports minéraux et végétaux exogènes qui sont vraiment, on a par exemple voilà, un arbre qui est tombé sur des mares, c'est vraiment enlever les gros supports et notamment on a quelques mares qui sont à proximité d'un sentier assez fréquenté et voilà, il y a des personnes qui jettent des pierres sur ces milieux-là et du coup pour leur permettre de rester aussi ouverts, donc on a cette petite action qui vient compléter le reste. Sur les partenaires du projet, on a donc l'ONF qui a porté le projet et déposé le dossier, le CNRF avec le laboratoire CEF pour la réalisation des analyses génétiques en laboratoire et la participation à la récolte des données sur les sites régionaux, la communauté d'agglomération dracénoise qui fait l'animation du site Natura 2000 de la Colle du Rouet et de la forêt de Palaison. Et pour la gouvernance du projet, ce projet s'appuie sur le comité consultatif de gestion de la réserve biologique de Katchéou. Donc les derniers comités qui ont été organisés, il y en a un fin 2019, donc c'était juste au commencement du projet, on n'avait pas encore la validation officielle, mais on avait pu présenter le projet. Et puis l'année dernière, donc par visio avec les conditions sanitaires, on a pu faire le bilan de l'année 2020 et les perspectives pour 2021. Donc là, vous avez le budget pour les 3 années du projet, avec évidemment la plus grosse partie du projet qui se fera sur la 3e année, avec réellement la réalisation des travaux. Donc on voit donc qu'on avait eu la subvention à 70% du projet, avec une part d'autofinancement de l'ONF de 30% pour ces actions, et de même pour le CNRS. Donc en perspective pour cette année, on a la poursuite de la première phase d'études, notamment avec donc la récolte des niveaux d'eau et puis donc sur les différentes mares et les inventaires qui se poursuivent sur les 2 espèces de pélobates et de cistudes. La plus grosse partie pour cette année sera le choix de modalités d'intervention à la fois sur les mares et sur les corridors. Et puis donc le commencement de la phase 2 à partir du début d'année prochaine. Et cette année, oui, on arrivera donc à faire un petit projet donc sur la restauration des mares cupulaires et à commencer une partie des travaux sur la gestion de la végétation des corridors. Je vous remercie pour votre attention. Et puis je vais rendre l'écran pour voir les questions.
Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Donc là, on est effectivement sur un projet avec la restauration de milieux liés à la trame turquoise, donc les mares temporaires, avec deux espèces cibles de la trame turquoise, le pélobate et la cistude. Donc voilà, pour montrer un peu les différents projets qui peuvent être financés par cet appel à projet. Donc on prend vos questions, s'il y en a sur ce projet-là. Alors, une question, de quoi est constitué l'autofinancement de l'ONF et éventuellement du CNRS? La valorisation des agents titulaires est-elle possible? Point d'interrogation. Voilà. Alors, oui, donc c'est principalement en effet sur du temps de personnel qui est réalisé cet autofinancement. Et puis, il y a quand même une petite partie pour tout ce qui est achat de matériel, puisque là, c'est sur une ligne séparée. Donc, on a quand même une petite partie d'achat externe. Alors ensuite, donc sur le suivi, quel suivi envisagez-vous pour assurer l'efficacité des travaux? Combien de temps faut-il voir pour avoir cette efficacité? Donc là justement, l'avantage c'est que ce projet s'appuyait autour de la réserve de Katchéou, sur lequel il y a déjà des suivis qui sont réalisés et qui permettent d'avoir une pérennité dans le temps. Surtout que le plan de gestion de la réserve de Katchéou va être à renouveler en 2022. Et du coup, on va même pouvoir se poser la question de savoir si il est légitime, envisageable de l'agrandir, pourquoi pas, pour pouvoir dérouler les actions sur certaines marques qu'on aura vues particulièrement intéressantes dans le cadre de ce projet. Alors, pour définir les corridors pour le pélobate et la cistude, CMR ou analyse cartographique des habitats en présence. Nous, on est parti sur l'analyse cartographique des habitats, avec notamment les hauteurs, et l'objectif étant de regagner vraiment une mosaïque. Alors, il faut voir aussi que c'est un milieu qui a été incendié en 2003, avec vraiment toute la plupart de la surface qui ont été parcourues par cet incendie. Et que maintenant, si on a perdu une grande partie de la strate arborée, au niveau de la strate arbustive, maintenant, puisqu'on est à peu près à une dizaine d'années après, on a quand même un fort recouvrement arbustif. Et c'est vraiment cette strate-là qui sera à gérer, puisqu'on voit du coup que sur les bandes de débroussaillement qui sont en bordure des pistes, sur lesquelles les OLD s'appliquent, là, on a vraiment des milieux herbacés plus intéressants qui se retrouvent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire vraiment une petite mosaïque, de retrouver un peu des milieux plus ouverts, de ne pas avoir que ces zones fortement embroussaillées sur l'ensemble de la surface. Donc, entre les mares, de voir vraiment par rapport aux plus faibles distances qu'on a sur les mares sur lesquelles ces espèces sont présentes, de pouvoir avoir ces actions de débroussaillement. D'accord. Et puis après, donc, on a aussi les appuis donc, sur les aménagements forestiers, puisque là, du coup, on avait les cartes de peuplement qui ont été faites après incendie et quelques cartes d'habitat qu'on a pour le site Natura 2000. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la présentation de ce projet? Ou des questions plus générales, d'ailleurs, maintenant, on peut aussi reprendre des questions plus générales sur l'appel à projet. Si... A priori, tout le monde a tout compris et a posé ses questions. Et du coup, est prêt à répondre à l'appel à projet. Ok. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de réponse, Philippe, peut-être un mot à rajouter. Nous, on peut vous annoncer d'ores et déjà que du coup, la semaine prochaine, le 16 février, il y a un nouveau webinaire quand même, qui était plutôt orienté au départ pour les collectivités, mais qui peut aussi intéresser les gestionnaires d'espaces naturels, puisqu'on aura deux projets qui vont être présentés. Un de la communauté d'agglomération Valence-Romans sur la restauration de la trame turquoise de la Véor et du Guimau. Donc, on ira un peu s'expatrier dans la région Rhône-Alpes.
et un autre sur la restauration du bassin versant de la Ribérotte par la commune du Val dans le Var. Donc voilà, 2 porteurs de projets collectivités, mais qui peuvent être aussi intéressants pour des gestionnaires d'espaces naturels ou de milieux aquatiques d'avoir ces retours de projets lors de ce webinaire. Une question. Alors, on a effectivement une question qui vient d'arriver. Avec le partenariat de la collectivité animateur du site Natura 2000, ils n'ont pas pu cofinancer une partie du projet? En interrogation, alors je pense que c'est pour Nathalie. Non, non, ils n'ont pas pu financer. Non, ça s'est pas fait dans ce cadre-là. D'accord. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Bien évidemment, à la fois la RBE et oui, il y a Question de dernière il y a une minute. question sur les marathons des haies. Alors effectivement, je vous ai annoncé 42 km de haies et 42 mares. Ça, c'est l'ambition majeure. Mais on n'a pas tous les mêmes capacités sportives. Donc, effectivement, on peut imaginer s'inscrire pour un semi-marathon ou pour un 10 km. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des projets qui auront peut-être une ambition un petit peu moindre, mais qui sont adaptés au territoire et adaptés aux capacités de faire du territoire. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On admet aussi le fait qu'on ne soit pas tous au même niveau sportif et partir tout de suite pour un marathon, ça peut être compliqué. Donc on préfère avoir une ambition raisonnée et pouvoir travailler avec vous. Voilà, donc l'idée étant bien de se porter. Donc ce que je voulais vous indiquer, c'est que on a répondu à un certain nombre de questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Donc vous trouverez sur le PPT l'adresse contact qui vous permet de nous poser les questions, et après on reprend sans problème contact avec vous pour y répondre. Et puis j'espère qu'on aura réussi à vous convaincre que finalement, protéger la biodiversité, c'est assez facile à faire, ça peut se porter. Et puis n'hésitez pas à nous proposer les projets. Le jury est enthousiaste à chaque fois sur tous les projets qui sont proposés. Il y a très peu de refus en fait sur les 10 projets qui avaient été déposés sur la région PACA l'année dernière. On en a retenu 9, donc vous voyez, on a un très bon taux de réussite. Voilà, et n'hésitez pas non plus à relayer les propositions et les informations autour de vous pour qu'on puisse avoir le maximum de projets qui soient déposés. Voilà, je vous remercie à tous, et je remercie par la même occasion les intervenants du SABA, de l'agriculture biologique, de l'ONF, et bien évidemment l'organisation par la RBE de ce webinaire. Et puis je vous souhaite à tous, maintenant il est midi, donc un bon appétit. Voilà, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller sur notre site pour vous inscrire ou pour relayer les informations pour le prochain webinaire du 16 février. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.